Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour répondre aux nombreuses questions qui m'ont été posées dans la communauté. D'ailleurs, un grand merci à vous tous parce qu'il y a plus d'une centaine de questions qui m'ont été posées. Je suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes, mais je vais essayer d'en répondre à une bonne dizaine aujourd'hui. Et puis, si besoin, faire plus de vidéos. On va voir cela. Alors, la première question qui me vient de Sinigno. Bonjour Mathieu, comment l'humain peut-il faire pour l'auto-guérison? Je suis persuadé que cela est possible, mais quelle serait la pratique? Alors déjà, vu que c'est du médical, se méfier parce que là on est dans de la spiritualité. Avec l'hypnose, c'est un outil qui est fantastique. Mais après, il faut quand même, je vous conseille toujours d'aller quand même faire le maximum du côté médical pour traiter un problème que l'on pourrait avoir. Après, la deuxième possibilité, c'est effectivement, on s'aperçoit que grâce à l'hypnose, des fois, des traumatismes, par exemple, peuvent être complètement évincés, même des fois en une seule session. J'ai pas trop envie d'aller sur le milieu médical parce que je trouve que des fois c'est un peu trop utilisé, par exemple, dans l'ésotérisme et pouvoir des fois promettre des effets miracles. Donc je préfère donner plutôt un aspect psychologique des choses. Par exemple, juste avec un traumatisme qui serait le vertige. L'hypnose permet, des fois en une seule session, d'enlever complètement un traumatisme. Je vous donne un exemple. Une personne dans une vie antérieure chute, elle décède, elle se réincarne dans cette vie actuelle, et dans cette vie actuelle, elle ne comprend pas pourquoi elle a du vertige. Il n'y a rien qui est corrélé à ce vertige dans son enfance, dans son adolescence, et pourtant elle a la peur panique du vertige. Quand on va dans une session, on se rend compte qu'effectivement il y a eu un traumatisme qui suit d'une vie dans l'autre, et si on enlève ce traumatisme, il n'y a plus du tout de vertige. Et voilà, c'est fini pour la personne. Des fois, en une seule session, tout est résolu. Lorsque c'est sur du médical, il faut faire quand même beaucoup plus attention, même si c'est vrai que de temps en temps, on observe que des problèmes qui sont liés à une autre vie et un traumatisme vient continuer dans cette vie actuelle. Et donc le fait de annihiler ou d'enlever le traumatisme lié dans la vie antérieure permet effectivement de solutionner une problématique dans la vie présente. Cependant, il faut quand même rester assez méfiant. On voit souvent des personnes qui sont décédées avec un énorme secret. Et finalement, leur regardent dans cette vie actuelle le traumatisme qui est lié, et tout le temps des problèmes liés à la gorge, au fait d'exprimer quelque chose qu'elle a comme oublié. Et le fait de retourner dans une vie antérieure peut peut-être décontextualiser, enlever le traumatisme qui est lié à cela. Après, il faut quand même toujours être vraiment très méfiant. Moi, je fais vraiment partie de ces personnes qui veulent essayer de rendre accessible l'hypnose, le contenu spirituel, mais pas non plus de rentrer dans un côté un peu gourou. On pourrait dire, bah voilà, allez, venez à nous voir en une séance, tout est résolu, je vous le garantis. Et ce serait assez malhonnête, je trouve, de pouvoir dire tout peut être solutionné grâce à l'outil qu'est l'hypnose régressive assistée. Ça, il faut vraiment voir au cas par cas pour le coup et voir qu'est-ce qui a besoin d'être solutionné. Si on est dans un traumatisme ou plutôt vraiment une maladie purement physique, auquel cas il faut quand même se tourner vers des médecins. Et je sais que certains peuvent être un peu dubitatifs avec ou alors avoir perdu la foi dans la médecine, mais cependant il ne faut pas non plus s'enlever certaines chances. Alors, la prochaine question me vient de Anne-Laure. À l'écoute de plusieurs explorations sous hypnose de différentes équipes et d'autres vidéos, il ressort un certain nombre d'éléments concomitants concernant les énergies de l'été 2025. Alors, je pense que cette question peut même aller dans les deux sens, parce que j'ai aussi des questions qui vont dans... J'ai écouté d'autres enquêtes qui disaient l'inverse de ce qui a été dit, et donc peut-être le positionnement et comment on doit écouter les enquêtes qui sont maintenant assez nombreuses sur Internet, comment choisir ou essayer de comprendre ce qui peut être dit. C'est vrai que en ce moment, on voit beaucoup d'informations qui vont vers quelque chose qui pourrait être assez brutal par rapport à notre avenir proche. Des fois, c'est assez flou de pouvoir vraiment le matérialiser et de savoir ce qui va se passer. Donc, nous, on essaye de retranscrire au mieux les informations. Et si vous regardez, par exemple, avec ce qui s'est passé sur le Covid, nous, on avait vu effectivement qu'un grand nuage noir allait venir de l'Asie et répandre partout sur la Terre. Cependant, on n'avait pas d'informations sur ce qu'allait réellement être ce nuage noir. Alors ça s'est réalisé parce que finalement il y a eu ce Covid et qui a finalement déferlé symboliquement sur toute la planète et personne n'a pu vraiment y échapper. C'est à chaque fois très symbolique les perceptions que l'on a. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal parce que si on savait réellement ce qui allait se passer, ça allait créer énormément de peur et c'est pas du tout le but des êtres qui sont de l'autre côté, qui peuvent des fois essayer de nous donner des informations et nous prévenir. La meilleure chose à faire, c'est effectivement d'être au courant,
mais de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et quel est l'état d'esprit qu'il faut garder par rapport à cela. Pour revenir à la question, où en fait les éléments montrent effectivement des choses assez lourdes qui pourraient se passer en 2025. D'ailleurs, c'est pas juste l'été 2025, c'est assez loin, c'est plus sur 6 mois, même une année, où on voit que la nature pourrait se rebeller, où il pourrait se passer des choses. Cependant, voilà, il faut garder tout ça et pas être dans une panique. Moi, surtout, c'est vraiment le mot d'ordre que je pourrais vous donner, et d'essayer de voir, parce que des fois, ça peut paraître énorme, et on se rend compte que ça n'a pas impacté si fortement, par exemple, les humains. C'est arrivé des fois, on a dit, par exemple, il va y avoir un mois où il y a beaucoup de tremblements de terre, et finalement, en Europe, les personnes disent finalement il ne s'est rien passé, alors que quand on regarde les chiffres des sismologues, ils disent que oui, effectivement, ça avait été un mois record et qu'il s'était passé énormément de choses. Donc des fois, la perception entre ce que nous, on va ressentir et ce qui se passe réellement peut avoir quelque chose qui pourrait être décorrélé des informations que l'on pourrait avoir, alors qu'à l'inverse, elles se sont avérées vraies. C'est pour ça que c'est vraiment difficile pour nous, surtout que le temps n'existe pas dans nos états modifiés de conscience. Donc à chaque fois, ça paraît imminent, mais des fois, ça peut être étalé sur une année, ou même vraiment plus. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement voir cela. La question que j'avais soulevée aussi, c'est qu'on me pose des fois comment ça se fait que d'autres équipes, par exemple en dehors du collectif, voient d'autres choses. En fait, moi, je ne suis pas responsable de ce qui va être dit sur d'autres équipes. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est essayer de voir la maturité de la personne ou de binôme qui pourrait proposer ces enquêtes. Si vous regardez sur ma chaîne, vous allez vous rendre compte que beaucoup de mes premières enquêtes ont été enlevées. Des fois parce que je me suis rendu compte, et ça m'a permis d'apprendre aussi, qu'on s'était fait avoir, ou alors on n'était pas pertinent, il nous manquait des informations par rapport à ce qu'on était en train d'observer. L'information souvent importante, c'est sur quel temps, quel espace-temps on se situe pour prendre une information. C'est souvent cet élément crucial qui va jouer et qui peut tout changer. C'est-à-dire que si on observe, par exemple, imaginons un être qui rentre dans une espèce de grotte où il y a tout un monde on se dit, mais ce monde est tellement vaste que c'est une ville dans une ville. Oui, mais est-ce que ça se passe sur le plan physique ou est-ce que c'est sur un plan éthérique? Ça a des fois une subtilité qui est très faible quand on est en état modifié de conscience, alors que pour la réalité, en fait, c'est quelque chose de crucial. Donc ça veut dire que si, imaginons, on est à Paris, on dit si tu traverses cet endroit, tu vas rentrer dans un autre espace-temps, et c'est quelque chose, on pourrait se dire, il y a des espaces, des grottes, des cavités, des labyrinthes en dessous de Paris, je le sais. Alors qu'en fait, là, on est vraiment projeté sur même une autre planète, parce que c'est un portail énergétique. Donc, ce genre de toute petite subtilité peut avoir des grosses conséquences si on le prend au pied de la lettre, où on se dit que c'est dans notre physique. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Pour ça aussi que pendant mes enquêtes, je mets souvent des parenthèses où je dis, voilà, je remets un peu le contexte pour expliquer que des fois, il y a des éléments un peu cruciaux qui peuvent être dits pour bien comprendre et bien expliquer la situation. J'essaye de le faire au mieux, c'est pas toujours simple, vous le comprendrez bien. Le conseil que je peux donner, effectivement, c'est d'observer, par exemple, s'il y a beaucoup de chaînes qui se montent, même moi, quand je fais des formations, il y a des élèves on leur conseille d'attendre, d'être vraiment sûrs quand ils vont commencer à proposer du contenu. Et des fois, au bout de 2 mois, ils se lancent tout de suite à vouloir montrer des enquêtes et essayer de faire des vidéos. Bon, après, ils se rendent compte, avec le recul, que finalement, 1 an plus tard, ils n'étaient pas si matures que cela quand ils ont proposé, et c'était d'ailleurs mon cas, je l'avoue humblement, donc c'est pour ça que certaines vidéos ont disparu. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, mais ça veut dire que des fois, vraiment des tout petites subtilités font une grosse différence après derrière. Et voilà, il faut juste essayer de voir ce qui vibre à l'intérieur de vous. Alors c'est peut-être un peu simple de dire ça, un peu simpliste, en dire voilà, est-ce que ça vibre pas? Est-ce que la personne met des références, va essayer de creuser le sujet? Méfiez-vous aussi d'une chose, c'est que souvent certains vont faire exprès de prendre le contre-pied des informations pour pouvoir amener une information un plus croustillante et donc peut-être faire du vu. Il faut aussi s'en rendre compte, et avec l'expérience on arrive à faire la part des choses et essayer d'être crédible sur du long terme, alors que lorsqu'on commence on essaye tout de suite d'être un peu dans des choses un peu plus fastes, on va dire. Alors, question suivante. Bonjour, il fut un temps, vous parliez de ménage qui était en train de se faire dans les tunnels. Pensez-vous au jour d'aujourd'hui que ce soit le cas? Donc, je me dis c'est toujours le cas. Oui, alors on me pose régulièrement ce genre de questions. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Qu'est-ce qui se passe dans le côté un peu sombre?
Honnêtement, nous, on n'a pas trop envie d'aller. On y va de temps en temps, mais on n'a pas envie de faire des enquêtes là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on va ramener toutes les énergies qui sont liées à cela. On va donner encore plus de poids et générer toutes ces informations. Moi, j'ai pas envie de mettre trop d'énergie là-dedans. Par contre, on se doit quand même d'y aller. Juste petite information, parce que beaucoup sont allez voir ça, allez voir ça. Rappelez-vous, c'est pas vous qui y allez. Hein. Je le dis avec beaucoup de gentillesse, mais c'est vrai qu'on nous dit allez voir ça, allez voir dans les sous-sols de ça, allez voir les... Bon, on est déjà allé, c'est pas agréable du tout d'aller regarder ce genre de choses. Pour les télépathes surtout, qui vont être aux prises avec des énergies qui sont pas sympas. On en va effectivement de temps en temps regarder ce qui se passe. On le regarde avec beaucoup de distance parce qu'on ne veut pas être trop impacté par ce qu'il y a. C'est toujours en cours. Il y a eu effectivement ce qu'on appellerait du ménage. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce que l'on fait, nous, à titre personnel. Certains, c'est leur travail de faire ce genre de choses, c'est-à-dire d'aller faire ce ménage. Il y a beaucoup de choses à faire, visiblement. Il y aura encore beaucoup de travail. Mais ça a beaucoup progressé, semble-t-il. Voilà. Et ça avance. Même si de la perception que l'on peut avoir, nous, des humains incarnés sur Terre, on peut avoir l'impression que ça met beaucoup de temps, mais en fait, c'est un travail de fourmi qui semble être fait par des êtres. Voilà. C'est leur travail, effectivement, de faire cela. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à titre plus spirituel, de savoir qu'est-ce que on va faire au quotidien, comment on peut faire le travail, mettre en route pour soi-même et mettre en place certaines choses dans son quotidien pour évoluer et que mettre des énergies qui soient justement pas propices à ce genre de choses. Question suivante nous vient de Manuela. Bonjour Mathieu, qu'est-ce qu'il fait que nous avons des maladies ou des douleurs chroniques et qu'on a beau se tourner vers plein de médecins alternatifs, avoir une vie saine, etc., et que cela continue? Et comment inverser cela? Alors si c'est dans le cadre effectivement d'une vie antérieure, par exemple, où on a des choses qui sont récurrentes, qui viennent de vie en vie se rajouter, et que même vous voyez que dans votre quotidien, il y a comme cela des choses répétitives qui se mettent en place, comme une sorte de boucle qui n'en finit jamais. Là, effectivement, l'hypnose régressive peut être un super moyen d'arrêter tout cela. J'explique, on est souvent en fait dans une sorte du karma que l'on dit souvent, même si ce mot peut être un peu trop générique. Mais effectivement, cela peut des fois créer des parasitages, alors qui peuvent se manifester dans le physique. Encore une fois, nous, on n'est pas médecins, donc faites attention à tout ce qui est lié aux maladies, parce que c'est le mot qui a été utilisé, ou alors des douleurs chroniques. Je vous conseillerais toujours d'aller quand même consulter. Ça peut être intéressant d'allier avec les consultations d'un médecin, d'allier peut-être l'hypnose et de voir si ça peut se jouer à un autre niveau. On peut avoir des fois des personnes qui ont des maux de tête en permanence et qui ne sont pas expliqués par la médecine. Une fois que, en fait, on est dans une impasse, ça peut être intéressant d'aller regarder en hypnose s'il n'y a pas quelque chose qui, justement, pourrait créer cette douleur permanente. Encore une fois, voilà, on reste avec des pincettes par rapport au milieu médical, mais ça vaut quand même le coup et on a des fois des personnes qui se présentent avec des problématiques qui sont vraiment handicapantes dans leur quotidien et qui, grâce à l'hypnose, ont pu complètement balayer tout cela parce qu'on s'est rendu compte que la source de ce problème venait d'une vie antérieure où il y avait effectivement un problématique qui résonnait dans cette vie actuelle. Donc effectivement, c'est possible, mais il faut quand même faire attention par rapport au côté médical. Question suivante me vient de Christine. Bonjour Mathieu, je vis en France, l'ancien monde est moribond, le nouveau monde est déjà là, même si pas perceptible. Comment peut-on se préparer à ce changement? Que pouvez-vous nous commencer à mettre en place sur le plan agriculture, santé, éducation, artisanat, etc. Merci d'avance. Effectivement, on peut sentir que on a une sorte de monde qui, symboliquement, est en train de s'écrouler, où on a beaucoup de conflits, de problématiques actuelles dans le monde. Je ne vais pas faire de la géopolitique, mais tout le monde peut voir que ça ne va pas dans le bon sens, et que certains peuvent ressentir une sorte d'appel vers de la spiritualité, vers ce qu'on pourrait appeler un nouveau monde. La première chose que je pourrais donner comme conseil, c'est déjà faire attention, parce que ce qu'on appellerait un nouveau monde n'est pas non plus un échappatoire ou une magie qui pourrait opérer, parce qu'on nous rappelle régulièrement, faites attention, parce que vers les nouvelles énergies dans lesquelles nous semblons aller ou nous diriger dans les années à venir, effectivement, il va y avoir un mieux, mais il va y avoir aussi de nouvelles problématiques. Donc ça veut dire que l'on va en chasser certaines, mais on va
aussi en avoir des nouvelles. Donc le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment mettre tout en place pour vous-même, essayer dans votre quotidien d'essayer de tout élaguer autour de vous. C'est d'un point de vue psychologique, d'un point de vue effectivement de votre environnement quotidien, de se mettre dans les bonnes dispositions. Là, on parlait effectivement au niveau de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de l'artisanat. Ça veut surtout dire quels sont les choix que vous allez faire au quotidien. Parce que beaucoup de personnes reprochent peut-être à ce monde actuel d'être trop ceci, trop cela, mais en même temps vont contribuer tous les jours à l'alimenter, vu qu'ils vont continuer à consommer d'une manière justement qui va dans ce sens. Donc si, imaginons, vous voulez un monde plus sain, en tout cas plus à votre image, et que vous ne mettez pas en place, vous, dans votre quotidien, ce monde-là, il n'arrivera pas. Et malheureusement, ça veut aussi dire peut-être acheter par exemple des légumes qui sont peut-être de meilleure qualité, qui seront bio, voilà, en fonction de ce que vous voulez. Hein. Mais si vous reprochez le tout industriel, par exemple le massacre des animaux, et que vous continuez à consommer de la viande, effectivement, il y a une dichotomie en vous. Si vous reprochez le fast-food et que vous consommez quand même des fast-food, effectivement, là encore, il y a un problème. Et forcément, ça veut dire peut-être que dans le budget, il y aura un budget plus conséquent pour mieux se nourrir, parce qu'on va faire des choix qui sont forts. Quels sont effectivement les choix que vous voulez ancrer dans votre quotidien? Et c'est souvent un message que l'on a de l'autre côté, c'est que en fait, vous avez un réel, nous les humains incarnés sur Terre, un réel champ d'action. On s'en rend pas forcément compte parce que des fois, on reproche des choses sans le mettre dans notre quotidien. Voilà. Si beaucoup reprochent ce genre de choses en disant, souvent j'ai des messages, moi je serai jamais heureux tant qu'il y aura ce président au pouvoir, et en même temps, s'il est changé, on va mettre un autre et vous serez encore pas heureux, et finalement c'est toujours reporter le problème à un éventuel futur qui n'arrive jamais parce qu'il y aura toujours des choses vous entravantes. Le mieux, c'est dans son quotidien, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Ça peut paraître vraiment des tout petits pas, et que ça ne va pas changer grand-chose, mais si on est nombreux à le faire, ça va avoir une grosse incidence. Si dans votre ville vient s'installer un restaurant complètement végétarien, complètement peut-être bio, et que finalement 6 mois après, ils ferment les portes parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui y vont, ça veut dire que là, une étape de ce changement qui pourrait être souhaitée n'a pas été franchie parce que faute de clients, hein, ça paraît normal à la fin. Donc c'est pour ça, mettez vraiment en pratique ce qui est important pour vous, peut-être même juste les écrire, se dire voilà, moi ce qui est important pour moi, c'est le respect de cela, de cela, de cela, et tout ce respect du vivant, je vais le mettre en action dans mon quotidien. La question suivante nous vient de Barbara. L'évolution climatique est-elle due à l'activité humaine ou y a-t-il d'autres raisons que l'humanité ignore? Est-ce qu'il y a une manipulation par rapport à cela? Alors nous on voit, bien sûr nous c'est du point de vue de l'hypnose, on voit effectivement une suractivité du soleil. On voit qu'il y a... Alors c'est assez beau quand on l'observe parce qu'on voit comme une espèce de chef d'orchestre où le soleil va d'un coup émettre de nouvelles fréquences. Les nouvelles fréquences vont amener une sorte de densité différente pour la Terre qui entraîne indirectement une augmentation des températures. Cependant, ça ne veut pas dire que, parce qu'on a quand même demandé plusieurs fois, il y a également une incidence de notre activité sur Terre. C'est intéressant de voir qu'à chaque fois, le conseil qu'ils pourraient nous donner, c'est de planter plus d'arbres, qu'elles ont une incidence très forte sur ces deux activités, c'est-à-dire à la fois énergétique, mais aussi dans le physique, et qu'à chaque fois qu'on leur demande, ils disaient les arbres sont vraiment importants, et le problème est plus lié à la déforestation qu'à la pollution en elle-même. Peut-être que s'il y a une manipulation, encore une fois, je parle de ce que l'on peut percevoir en hypnose, mais s'il y a une manipulation, c'est peut-être sur les actions qui pourraient être faites pour cette problématique. On voit effectivement ce, entre guillemets, problème qui est effectivement une hausse des températures. Les solutions proposées, peut-être, peuvent être une sorte de manipulation, si on veut utiliser ce terme. Car l'on voit que pour finalement, quand on voit des solutions où ce serait, il fait de plus en plus chaud, semble-t-il que de planter plus d'arbres serait une solution, et qu'en fait, non, on va plutôt aller vers des voitures électriques, donc ça veut dire lâcher sa voiture thermique pour acheter une autre voiture, donc consommer encore plus. Semble-t-il que là, on pourrait avoir une sorte de manipulation sur les réelles possibilités et les réels champs d'action que demander aux humains pour régler
ce problème. Donc voilà. Encore une fois, c'est de la géopolitique et ça dépense notre champ d'action, mais en tout cas, sur ce que l'on voit avec l'hypnose et dans les enquêtes, c'est réellement qu'il semble-t-il qu'il y ait des raisons par rapport au Soleil qui est en pleine mutation, qui va faire muter en fait notre Terre. Donc il y a quand même un mouvement vers une augmentation des températures que l'on observe. Ce n'est pas tout artificiel comme certains pourraient le proposer dans les commentaires. Alors la question suivante nous vient de Liu. Bonjour Mathieu, lors de votre enquête sur la source, j'ai eu cette phrase qui m'a traversé. Il y a plusieurs sources. Pourrions-nous venir de sources différentes? C'est quoi exactement la source? Alors vaste question parce que ce que l'on appellerait Dieu, qu'on nous conseille d'appeler la source, mais qui est appelée la création par beaucoup d'êtres qu'on pourrait appeler galactiques, effectivement est multiple. Alors c'est très particulier parce qu'on a beaucoup de fantasmes, on ressort d'une éducation chrétienne qui nous dit qu'il y a un Dieu omniscient, omnipotent, qui vient effectivement, qui sait tout, qui va nous juger à la fin, alors qu'on ne voit pas ce genre de choses. Nous, ce que l'on voit, c'est que la source est vraiment une force créatrice. C'est-à-dire que la source, c'est la vie, en fait. C'est la vie qui est en permanence, et si on se reconnecte à la vie, si on respecte la vie, alors on est en adéquation avec la source. Effectivement, cette source, on la voit multiple, c'est-à-dire que lorsque l'on voit cette boule de lumière créatrice dans laquelle, effectivement, les essences, donc nos âmes, peuvent sortir pour faire des expériences, on voit par exemple des points de sortie. C'est-à-dire qu'elles vont rayonner une énergie particulière au moment où on sort. C'est-à-dire que d'où l'on sort de la source, on va sortir avec une énergie particulière. Donc l'énergie christique, par exemple, vient d'une partie de cette source qui sort de celle-ci et qui va être teintée d'une certaine couleur, qui va rayonner après dans tous les multivers avec cette envie justement liée avec de l'amour, avec de très hautes fréquences. À l'inverse, on voit aussi d'autres énergies qui sont plus neutres, qui vont effectivement venir de cette même source, mais avec une teinte colorée qui sera différente, pourtant issue de la même source. Dans cet espace multidimensionnel, donc on imagine, voilà, on a aussi des énergies qui sont contradictoires, qui peuvent amener les multivers à être plus challengés, on va dire, d'être plus dans la dualité. Et ces énergies-là vont être emmenées de la source pour réellement nous mettre dans des conflits, nous mettre... donc il y a aussi de la source, on l'imagine tout le temps être qu'amour, mais en fait il y a aussi des énergies qui vont être un peu dans le conflit. Tout ça vient après créer des multivers, plusieurs planètes, plusieurs énergies, faire un espèce de champ incroyable. Ce qui se passe également, c'est qu'une fois que l'on est dans tous ces multivers, nous allons nous-mêmes continuer à être créateurs. Nos créations vont aussi se manifester dans ce qu'on appelle les égrégores. Ces égrégores peuvent prendre de la place, peuvent être énormes, jusqu'à même devenir comme une sorte de source dans la source. C'est-à-dire qu'on aurait cette boule de lumière qui serait la source, et viendrait par exemple l'ego, qui viendrait, c'est-à-dire que le fait de se vouloir, cette idée de se vouloir être plus grand que la source elle-même, générer tellement d'énergie qu'en fait elle devient une conscience, elle devient aussi une sorte de Dieu qui voudrait surpasser la source elle-même, et à l'intérieur de cette source, de cet espace multidimensionnel, et ben en fait vient se créer d'autres sources qui essayent de briller plus que la source elle-même. C'est très complexe. C'est très 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 complexe parce que je peux même aller encore plus loin et peut-être que je vais en perdre certains, mais lorsque l'on rentre dans la source, donc vraiment la source elle-même, on se rend compte qu'elle est un portail elle-même et que quand on est à l'extérieur de ce portail, alors il y a d'autres sources. Donc ça veut dire qu'un peu comme à l'image du Big Bang, où on voit une explosion en fait d'un coup des multivers et des couches et des couches de dimensions qui viennent se créer, il semble qu'il y a un mouvement de retour où la source termine son expérience et vient se recontracter pour peut-être se redéployer, mais avec d'autres règles. Et quand on va à l'intérieur de cette source, on se rend compte qu'il y a d'autres sources qui sont sur des bases mais complètement différentes. Donc ça veut dire que même dans toute cette immensité de l'univers, des multivers, des dimensions, une fois qu'on a fini tout cela et qu'on rentre dans la source, et ben en fait on se rend compte qu'il y a encore d'autres possibilités dans d'autres sources. Donc c'est vraiment infini et on n'en fait jamais le tour. Donc ça amène un champ incroyable de possibilités. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'avec notre conception qui est des fois assez simpliste de ce que pourrait être Dieu,
où on est là en train de se dire, mais avec un Dieu qui nous jugerait, qui pourrait nous choisir qui sont les gentils et les méchants à la fin, une fois qu'on décède. On n'a pas du tout cette vision-là. Nous, on est un être créateur qui crée à l'infini et qui veut nous permettre d'expérimenter un maximum et respecter aussi notre libre arbitre, notre expérimentation dans ce jeu. Un peu comme une mère aime ses enfants, elle nous aime tellement que, en fait, elle nous laisse aller dans le parc, même si elle sait qu'on va tomber, qu'on va se faire mal, et qu'on finira par revenir vers elle, et puis peut-être être très heureux ou malheureux de cette situation. Une mère qui viendrait et interdirait le jeu serait finalement une mère tyrannique, et on serait triste de cette expérience. Donc c'est très particulier de le concevoir lorsqu'on est incarné sur Terre, surtout quand ça va mal et qu'on a des moments difficiles, mais quand on le va observer, ce sont les informations que l'on obtient. La question suivante me vient de Mute. En tant que particulier, est-ce possible de guérir définitivement d'une grande souffrance vécue lors d'une vie antérieure par l'hypnose régressive? Merci Mathieu et longue vie à ta chaîne. Merci à toi Mute. Effectivement, alors on en a parlé un tout petit peu avant, effectivement il est possible, c'est possible, si on a des traumatismes ou des souffrances, surtout quand cette souffrance n'est pas vraiment expliquée. On a des fois des souffrances ou des problématiques qui sont là sans être là, un peu comme un sac à dos en fait que l'on porte et qu'on ne sait pas d'où il vient, il n'est pas là, on ne sait pas pourquoi. Et là, ça peut être vraiment intéressant d'aller regarder en hypnose parce que des fois, on a la réponse à ce questionnement et tout va prendre sens. C'est-à-dire qu'on a quelque chose dans notre quotidien en permanence, on se dit il y a ça, mais je ne sais pas pourquoi, et d'un coup, on va se dire, et on va se rendre compte que dans une vie antérieure, on a vécu quelque chose et ça découle sur notre vie actuelle. On a vu un petit peu tout à l'heure à une question précédente. Question d'après. Est-il possible que lors des enquêtes, les télépathes s'influencent mutuellement à travers leurs réponses? C'est l'impression que j'ai eue. Oui, tout à fait. On appelle ça de la co-création, c'est-à-dire que finalement, si on a deux télépathes, un va commencer à voir quelque chose, l'autre va voir une autre information, et le fait d'entendre un peu les questions des autres peuvent influencer. Alors les télépathes, souvent, ont l'habitude, ils ont beaucoup d'expérience, donc ils ne vont pas tomber dans ce défaut, mais ça peut arriver qu'à la fin, en fait, ça devient n'importe quoi et ils se perdent dans des informations en inventant une sorte de chimère à force de s'entendre les uns les autres. C'est tout à fait possible. Cependant, on a quand même l'habitude de faire face à cela et on fait en sorte de ne pas tomber justement. Et en général, le mieux, c'est quand on fait une enquête, par exemple, de partir sur le même sujet et de choisir plutôt un télépathe qu'un autre et un sujet et de effectivement les mettre dans une direction. On est au courant de cela, effectivement, c'est tout à fait possible. C'est pareil aussi avec les informations personnelles. Si on a des croyances, ça arrive que, par exemple, certains télépathes soient de confession catholique, par exemple, et des fois, ça va être teinté de cette petite, par exemple, Marie-Josée, qui est ouvertement catholique. Forcément, si elle va avoir des énergies, elle va les nommer, elle va aimer mettre un lien avec cette religion qui est la sienne. Alors, chacun s'en rend compte, effectivement, apprécie ou pas. Certains, ça les titille ou ça les frustre. Mais en tout cas, on va forcément avoir, en fonction de notre spectre et notre interprétation des choses, une divulgation qui sera différente. Et il faut aussi bien se souvenir qu'on va utiliser notre langage, mais aussi notre expérience, tout ce que l'on connaît pour pouvoir décrire des choses que l'on ne comprend pas forcément. Donc imaginons si on est sur un vaisseau et qu'on voit un être rentrer dans un espèce d'un lit qui justement tu te mets dedans et tu es dans une sorte de liquide et qui te permet d'aller dans un autre corps. C'est difficile pour nous vu qu'on n'a pas finalement je me souviens parce que c'est quelque chose que j'avais du mal à expliquer, où on est dans une sorte de liquide mais qui n'est pas un liquide, c'est-à-dire qu'on n'est pas mouillé et on tombe en stase et c'est difficile de trouver les bons mots. Voilà, juste pour expliquer ça, on n'arrive pas à mettre les bons mots. Donc on est obligé de piocher dans les informations que l'on connaît et essayer de mettre corrélé avec quelque chose que tiens, dans ce film-là j'ai vu ça ressemble un petit peu, ou alors de dire ce mot-là qui peut ne pas être le bon, mais c'est le seul qu'on a à disposition pour pouvoir décrire une information ou décrire une situation qui pourrait être assez complexe. La prochaine question nous vient de Terry. Bonjour Mathieu, je voudrais poser la question sur la planète Nibiru. On voit des photos, on entend beaucoup parler de son approche de la Terre, et ce n'est pas une fausse déclaration. Comment va-t-on traverser cette épreuve et que restera-t-il après son passage près de la Terre? Merci beaucoup pour votre réponse. Alors on a fait plusieurs enquêtes sur Nibiru, on en a fait aussi certaines avec l'humanité, où on a parlé un peu des Anunnaki.
Moi, ce que j'en comprends de Nibiru, c'est que c'est une planète qui existe dans notre système solaire, mais qui semble communiquer avec d'autres systèmes. Donc, elle rentre et elle sort. Il faut imaginer une planète qui serait avec une courbe de rotation très bizarre. Donc, elle passe près du Soleil et elle part tellement loin qu'elle sort de notre système et revient dans notre système. Ce qui se passe, c'est que cette planète n'est pas en 3D. Donc, c'est-à-dire que je suis un peu questionné sur... on voit des photos, parce que normalement, on ne verra pas des photos. On verra peut-être une déformation, parce qu'elle est plutôt dans ce qu'on appellerait la 4e dimension, qui n'est pas la 4e dimension inversée auquel on a aux prises en ce moment même avec des involutifs. Mais en fait, c'est dans cette 4e dimension, c'est comme si on pouvait la percevoir ou que ça crée dans l'espace-temps une espèce de déformation. Comme une sorte de... Des fois, on décrit les trous noirs, un mini trou noir, où en fait, derrière, tout semble un peu troublé derrière. C'est plutôt comme cela qu'on pourrait l'observer. D'ailleurs, on parle souvent des 3 jours d'obscurité. C'est souvent le lien qu'on a avec les 3 jours d'obscurité sont en lien avec Nibiru. C'est-à-dire que lorsqu'elle vient, semble-t-il, à peu près tous les 12 000 ans, c'est une date qui a été ressortie, cette planète vient 2 fois. C'est-à-dire qu'elle vient dans notre système, elle passe derrière le Soleil et elle repart. Ce qui fait qu'au moment où elle va passer près de nous, au moment où elle passait devant le Soleil, il va forcément y avoir des répercussions sur la Terre. Ça va avoir des répercussions en fonction du niveau fréquentiel de la Terre. Et là, c'est important de comprendre, c'est-à-dire que si la planète est très lourde, alors elle va être en lien avec les énergies basses de cette planète, sachant que Nibiru évolue sur plusieurs plages fréquentielles. Là aussi, c'est compliqué à expliquer, c'est que cette planète qui est sur une densité qui est pourtant, on pourrait l'assembler en plus haute fréquence, et ben en fait, on ne la voit pas, mais elle est comme en sandwich avec plusieurs densités, même des densités qui sont très hautes, beaucoup plus hautes que la Terre, et va passer près de nous et va avoir un effet électromagnétique en fait sur la Terre, sur nous, et va comme absorber paradoxalement les énergies très basses qui sont sur la Terre. Si notre Terre est fréquentiellement viable ou proche de cette planète, on pourrait la voir, on pourrait la ressentir, et elle pourrait même être passée comme quelque chose qui pourrait être visible. C'est là où intervient certainement les 3 jours d'obscurité, c'est que lorsqu'elle passe devant le Soleil, intervient une sorte de flou bizarre. Quand on avait regardé, c'était montré comme quelque chose d'ocre obscur, qui viendrait se répandre comme une sorte comme quand la Lune passe devant le Soleil finalement, où on a, mais sauf que là ce serait généralisé sur toute la Terre, où pendant 3 jours en fait on a une sorte d'obscurité permanente avec une espèce d'ocre un peu cramoisi en fait, c'est assez bizarre, c'est assez rouge, ocré, et en fait d'un coup les énergies très basses de Nibiru sont aux prises avec nos énergies sur la Terre. En fonction de la distance, on peut avoir un moment voir des êtres qui sont sur une autre et qui auraient la capacité de passer sur la Terre pendant un moment et de repartir aussitôt, de pouvoir se nourrir de toutes les fréquences très basses de la Terre. Voilà, c'est ce que l'on voit. C'est difficile de savoir exactement parce que même cette planète de Nibiru nous semble naturelle, mais en même temps complètement artificielle. Comme s'ils avaient la possibilité aussi sur cette planète de pouvoir accélérer ou diminuer la vitesse de rotation et pouvoir décider, en fait, comme s'ils avaient la possibilité de choisir et de passer près de la Terre. Donc c'est très particulier cette planète. Il y a beaucoup d'histoires par rapport à nous, par rapport à Enki, à Enlil, qui sont liées à tout cela, par rapport à la création de l'humain. Si vous voulez regarder, on va faire tout un spectre, un cycle d'enquête sur l'histoire de l'humain sur Terre, avec justement aux prises avec Enki, avec tout cela. C'est à la fois super de le savoir, mais en même temps, c'est très complexe de pouvoir simplifier toute cette histoire qui dure depuis très longtemps. Et c'est en tout cas l'approche que j'ai sur Nibiru et son passage près de la Terre, qui sera en lien avec les 3 jours d'obscurité. Donc voilà. J'espère avoir été assez clair sur ce sujet très délicat ou très complexe qu'est Nibiru. La prochaine question nous vient de Chantal. Sommes-nous tous interférés par des archontes à notre première incarnation pour nous empêcher de rayonner notre lumière d'origine, avec des multiples freins, empêchements et souffrances dans les vies multiples qui ont suivi? Les blessures d'âme viendraient-elles de là, de nos nostalgies d'avant, de notre lumière venant de la source programmée pour souffrir? C'est ce que j'ai appris d'une séance pour moi et ça m'a vraiment bouleversé.
Sommes-nous vraiment dans ce cas? Alors là, il faut vraiment voir au cas par cas. C'est vrai qu'une session d'hypnose, c'est vraiment très personnel. C'est vraiment, on a à chaque fois des scénarios complètement différents, donc ça va être difficile pour moi de faire une généralité. Cependant, lorsqu'on parle d'interférence, on est, de mon point de vue, tous interférés, même quand on est des graines d'étoiles, que l'on est le plus lumineux possible. Déjà parce qu'il y a tout le transgénérationnel. Pour ne pas être interféré, il faudrait que toute notre famille, déjà à la naissance, n'ait pas tout ce transgénérationnel qui vient retomber sur nous. Il faudrait également que là où on grandit, en fait, il n'y a aucune interférence qui viendrait se greffer à nous, aucun même traumatisme qui pourrait justement laisser rentrer des petites interférences. Moi, je trouve que les interférences, ça va être très bizarre de le voir comme cela, et c'est ce que j'essaie de dire lors des formations, mais en fait, c'est génial, les interférences. C'est-à-dire qu'elles viennent mettre en lumière quelque chose qui ne va pas ou qui n'est pas cohérent avec vous. Donc c'est super. Ça veut dire que si on le voit de ce point de vue-là, c'est-à-dire d'arrêter de se prendre pour une victime et se dire oh là là, j'ai été encore interféré, j'ai encore ça qui vient tomber sur moi, tous ces méchants dans 4D qui viennent, les interférents qui viennent nous embêter, nous entraver. Mais en fait, si on fait le travail nécessaire, on n'est plus embêté après derrière. Donc ça veut dire que, imaginons, vous vous trouvez dans une situation au travail. Votre patron vous propose un poste, vous allez avoir des responsabilités, puis ça vient titiller à l'intérieur de votre ego, en fait, quelque chose de puissant, qui vous satisfait. Et là, d'un coup, en fait, se greffent des énergies par rapport à cette puissance, qui ne sont pas justes. Et vous attire peut-être des problèmes après par la suite. Vous faites une séance et derrière, on vous dit, bah voilà, en fait, tu vois, à l'intérieur de toi, il y a effectivement cette puissance que tu as envie de ressentir, cet ego qui a envie de se manifester. Et au travers de cela, bah, en fait, une interférence est rentrée et a commencé à t'embêter. Voilà. Si tu prends ça en compte, tu dis ok, bon bah ok, j'ai compris, on enlève tout cela. Dans son quotidien, on fait en sorte de ne plus être prise à cette énergie-là et on fait le ménage, tout est ok. Sauf que forcément, dans notre quotidien, ça risque de revenir. C'est-à-dire que une autre situation, on se retrouve dans un autre contexte, et puis là encore, par exemple, on est dans un univers sportif et vous êtes encadrant sportif et l'un de vos super athlètes performe et puis vous êtes mis en lumière et puis vous commencez à être encore une fois dans cette disposition d'être celui qui est de bluffer un peu votre ego. Et là, c'est de savoir est-ce que ce qui s'est passé avant va avoir des conséquences et vous allez avoir peut-être un autre raisonnement par rapport à cela. Peut-être prendre plus de recul et ne pas tomber dans le même piège. Malheureusement, on a aussi des personnes qui, systématiquement, vont tout le temps, et c'est encore pour là que je suis un peu violent par rapport à ce rôle de victime, c'est que c'est tellement facile finalement de se mettre dans ce rôle de victime. On se dit, bah oui, mais c'est pas de ma faute, on m'a attaqué, j'ai été attaqué, c'est à cause de cela. Oui, mais une fois qu'on a pris conscience de cela, et le mot prendre conscience est vraiment très important, c'est j'ai pris conscience que j'avais une fragilité là-dessus, je vais travailler dessus. Je vais faire en sorte que si ça se présente dans un futur, je ne vais pas tomber dans ce côté de l'ego, par exemple, qui va me faire tomber dans des énergies qui ne sont pas moi-même. Et finalement, quand ça va arriver, je vais prendre plus de distance. Peut-être mettre plus en avant cet athlète que j'encadre, accepter qu'il aille vers d'autres chemin et que ce soit pas avec moi, qu'il soit mis dans la lumière en tant qu'entraîneur, pour donner cet exemple, hein, bien sûr, qui pourra parler un peu à tout le monde. Et c'est là où, du coup, on va prendre conscience et quelque chose de nouveau, peut-être, va se mettre en place pour vous. Mais ça, systématiquement, même si des fois une session d'hypnose, ça peut être assez bluffant, parce qu'on arrive, on donne quelques petits points, et puis d'un coup, on vient avec des informations qui vont nous bluffer dans notre quotidien, on dit, mais oui, effectivement, c'est réellement moi, et j'ai senti à ce moment-là qu'il y a quelque chose de pas harmonieux se mettait en place. Mais finalement, je ne me suis pas écouté, j'ai été un peu séduit par cette lumière qui venait se présenter à moi et qui n'était pas moi-même. Et si vous continuez à tout le temps reporter ou alors vous mettre en victime, effectivement, ça met la possibilité que ça revienne. Et on a des fois des personnes qui vont faire une séance et qui reviennent pour une autre séance et on vient leur dire mais ça a encore été la même chose finalement, c'est le même cycle sous des formes différentes qui ont été mis en place et c'est pas forcément toujours des attaques malveillantes mais plutôt ils essayent, il y a des brèches, vous ouvrez la brèche, ils rentrent dedans et une fois qu'il y a la prise de conscience, on se dit ah oui effectivement, j'ai compris, je me ferai plus avoir. Alors là, il y a une réelle évolution qui peut avoir lieu. Ça peut effectivement demander du temps de vraiment comprendre des traumatismes ou alors des fragilités qu'on peut avoir qui sont des fois explicables. Donc voilà. En tout cas, pour répondre vraiment à la question spécifiquement, je pense effectivement qu'on arrive tous avec des interférences, que c'est à la fois aussi génial. À chaque fois, pour moi, je trouve ça génial, parce que même, on arrive avec tout le traumatisme de la famille transgénérationnelle, mais ça veut dire que vous, un seul être incarné dans une famille qui représente des fois une cinquantaine de membres,
Vous pouvez faire le travail pour toute la famille également, de nettoyer tout ce transgénérationnel, de libérer des êtres qui sont déjà décédés, qui sont toujours dans les traumatismes, qui devraient déjà avoir été réglés depuis très longtemps. Et des fois, c'est ce qu'on voit aussi dans une session client, c'est-à-dire qu'une personne vient, fait le travail, et en fait va gérer dans une vie antérieure quelque chose qui ne lui appartenait pas directement, mais qui retombait sur lui et qui, justement, grâce à son action lors d'une séance, va pouvoir enlever ou permettre de partir en toute liberté plein d'êtres qui étaient coincés, justement, dans tout ce travail transgénérationnel. Donc vraiment, c'est pour ça aussi que moi j'ai utilisé ce mot à la création du collectif Au Sol, le mot Au Sol, parce qu'en fait, quand on demandait un peu de l'aide à l'extérieur, on nous disait tout le temps, mais vous êtes l'équipe Au Sol, vous êtes les personnes sur le terrain qui mettaient les mains dedans pour pouvoir gérer tout ce qui se passe sur Terre, mais aussi énergétiquement en fait. Votre travail est immense, mais vous en rendez peut-être pas compte dans le quotidien, vous semblez être un peu démunis, mais en fait vous avez un travail fantastique, c'est que si on envoie justement des centaines de milliers d'êtres qui vont chacun implémenter dans une famille, nettoyer toute une famille, c'est génial. Ça veut dire qu'une personne peut libérer par exemple autour de lui 200 personnes. Et même, je peux même donner des chiffres encore plus grands. Donc c'est là où en fait notre travail en tant qu'être incarné sur Terre est vraiment très important. C'est-à-dire qu'à titre personnel, on peut avoir une activité qui peut être fantastique. Si vous voulez que je me donne comme exemple, par exemple, voilà, moi je fais juste des petites vidéos, juste l'hypnose ça me fascine. Bon, bah, j'ai commencé à faire des enquêtes et puis ça a pris. Et puis les gens disent, ah, c'est intéressant, j'ai envie aussi peut-être de faire de l'hypnose moi-même, de me former, j'ai envie d'aller sur ce chemin-là, faire une session pour moi. Et finalement, en découle, non pas juste moi, mais après, en boule de neige, plein d'autres personnes qui viennent se greffer à ça et qui viennent, puis au final, libérer plein d'autres personnes. C'est fantastique, moi je trouve ça génial. Donc c'est-à-dire qu'à chacun à son niveau, eh ben, on peut avoir une activité qui n'est pas forcément liée à la spiritualité. Si on reprend l'activité sportive, des fois c'est juste un encadrant qui va, sur son temps libre, encadrer des jeunes pour faire du sport. Et juste ça peut avoir une activité ou une influence qui est fantastique. Et voilà, je trouve ça génial de passer à l'action et de dire, voilà, moi je serais juste un entraîneur de sport par exemple, mais au moins je mettrais toute mon âme dedans pour encadrer au mieux ces enfants qui des fois ce sera vraiment leur bouée de sauvetage dans leur vie et on se rend pas compte que des fois un jeune va être encadré par rapport au sport et va trouver vraiment une bouffée d'air frais dans sa vie au quotidien. Donc voilà, faisons à notre échelle le maximum par rapport à cela. Et je vais prendre une dernière question qui nous vient d'Aline. Merci Mathieu de nous permettre de vous poser des questions. J'écoute avec passion toutes vos hypnoses. C'est parfois très difficile à suivre. Pouvez-vous expliquer simplement comment s'effectue la formation? Quelles sont les capacités requises pour parvenir à être en hypnose régressive et effectuer les contacts demandés ou obtenir des réponses? Comment parvenir à ce processus et comment gérer après coup ce qui vient d'être vécu? Finalement, c'est dans la continuité de ce que je viens d'expliquer. Effectivement, moi... Si une personne est intéressée par les enquêtes, en général, ils vont commencer, par exemple, à écouter les questions-réponses, se dire, voilà, j'ai envie d'en connaître un petit peu plus sur comment fonctionnent les enquêtes, comment fonctionnent les sessions clients. Et des fois, des personnes veulent faire, par exemple, un atelier. On propose, effectivement, donc, quand on a fait une session client, ça peut être intéressant de passer à l'action et de devenir acteur de tout cela, de faire un atelier pour savoir si vous-même, vous avez des perceptions. C'est-à-dire que certains se disent, ouais, moi j'y arrive pas, je comprends pas, j'ai déjà essayé une fois des inductions, mais ça fonctionne pas. Et ce que l'on propose, c'est que sur une semaine, on propose tous les matins, en demi-journée. Alors ça se fait via Internet, donc c'est assez facile. Vous êtes chez vous et vous pouvez justement partir en état modifié de conscience. Ce que j'ai mis en place, c'est d'être plusieurs formateurs. On est 6 formateurs et le maximum d'élèves, c'est 12 élèves. Donc c'est un ratio incroyable, ce qui fait que on se met en petits groupes. Donc un formateur va encadrer par exemple 3-4 personnes et va leur proposer une induction le lundi. Le mardi, il va proposer avec un autre formateur une autre induction et ainsi de suite. Ce qui fait que souvent, je me rendais compte que des personnes venaient vers moi en disant « j'ai essayé, ça ne fonctionne pas sur moi ». Mais en fait, ils ont essayé une induction ou une personne. Certains vont tester avec moi mes inductions, mais ça ne fonctionne pas. Parce que la technique que je vais utiliser, l'approche, mon énergie, ne va pas les séduire et ne va pas leur permettre de partir. Alors qu'une autre énergie peut-être plus féminine, une énergie peut-être plus douce, plus englobante, va emmener la personne et va fonctionner divinement bien pour cet élève. C'est pour ça que lorsqu'on a une semaine et qu'on va faire 5 expériences différentes avec des personnes différentes, qu'on va être dans un petit groupe, parce que là aussi c'est vraiment très important, c'est que lorsqu'on est dans un atelier, moi j'avais déjà fait l'expérience en cabinet et en fait je n'arrivais pas à partir.
Et j'étais encore plus stressé de ne pas partir parce que je me disais, oh là là, 60 € de l'heure et je pars même pas, ça fait déjà au moins 1 h 30 que j'essaye de partir, j'y arrive pas. Du coup, ça crée un stress encore plus grand pour partir en état modifié de conscience. Là, quand vous êtes effectivement dans un petit groupe, vous pouvez dire, bon bah écoute, moi si j'ai pas d'infos, c'est pas grave, je reste dans mon coin, j'écoute les autres, et voilà. Et puis c'est marrant parce que là, je vois une espèce de fleur ou une sorte de symboliquement cette forme-là. Et là, d'un coup, vous vous retrouvez avec un autre élève qui décrit exactement ce que vous êtes en train d'observer. Et là, on dit mais attends, en fait, je crois que c'était un peu dans mon mental, dans mon imagination, et je me rends compte que quelqu'un vient de décrire précisément ce que j'avais en face de moi. Et là, d'un coup, on se rend compte que on peut s'appuyer là-dessus. On peut savoir que là, c'est effectivement quelque chose de tangible qui vient se mettre devant vous et qu'on peut essayer. Juste par rapport aux formations aux ateliers, moi je conseille vivement l'atelier opérateur. Alors il y a beaucoup moins de demandes, mais je le trouve génial, c'est-à-dire se mettre dans cette position de pouvoir être celui qui met en état modifié de conscience, qui pose les questions. C'est-à-dire que souvent les gens veulent essayer eux-mêmes, voilà, je veux partir, je veux savoir si j'ai des capacités, mais il y a aussi la possibilité d'être dans l'atelier opérateur, de celui qui pose les questions. Et là c'est assez royal parce que l'atelier on vous met en plein de télépathes à disposition et vous retrouvez un peu, voilà, je peux leur poser toutes les questions que je veux, faire l'induction et vous avez tout le temps en permanence un formateur dans un petit groupe qui va vous mettre le pied sur le frein si jamais il y a besoin et dire attends, je vais reprendre la main peut-être parce que là il y a une difficulté et après vous mettre dans les dispositions parfaitement bien. Le but des ateliers c'est à chaque fois de savoir si c'est un poste qui vous convient. C'est-à-dire qu'on se pose des fois la question, est-ce que moi je préfère être télépathe ou alors plutôt opérateur, être celui qui pose les questions ou celui qui va prendre les informations. Et ça peut être intéressant d'expérimenter les deux pour pouvoir bien définir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Il y a même des personnes qui vont faire les deux, l'atelier, la formation, enfin l'atelier télépathie et l'atelier opérateur pour après se présenter à la formation et vraiment savoir ce qu'ils préfèrent. Pour répondre à la question sur la formation, effectivement, il y a aucune En fait, le cheminement est assez simple. C'est finalement faire une session pour soi, faire le nettoyage nécessaire. Si ça vous intéresse, continuez avec un atelier, voir si ce poste vous intéresse. Et si encore ça vous intéresse, continuez avec la formation, où là, ce sera beaucoup plus professionnalisant. Alors, je dis professionnalisant, même si la plupart ne veulent pas devenir professionnels, mais c'est juste de pouvoir faire des sessions clients, pouvoir faire des recherches, pouvoir faire des enquêtes. Même si des personnes ne veulent pas devenir pro, de faire des enquêtes, c'est pas anodin. Il faut savoir le faire. Il faut savoir si ça se passe pas bien. Par exemple, s'il y a pendant une session d'hypnose, il y a quelque chose qui est pas maîtrisé et il faut faire un retour en urgence, ce genre de choses. Il faut savoir quand même être formé pour pouvoir encadrer au mieux les télépathes, même si on n'a pas envie d'être professionnel et de faire des sessions pour des clients après derrière. Cependant, il faut effectivement connaître l'ensemble de ce qui se passe de l'autre côté. Là, c'est beaucoup plus approfondi. Sur la formation, vous recevez en amont, il y a une 12aine d'heures de cours qui vous sont donnés par vidéo. Donc j'ai vraiment pris le temps de tout expliquer. Comme ça, en plus, vous recevez un mois à l'avance toutes les vidéos. Vous avez vraiment le temps de tout comprendre, prendre vidéo par vidéo, revenir sur la vidéo pour vraiment tout bien comprendre, pour se présenter après à la formation et avoir tout bien compris déjà. Et là, que vous soyez opérateur ou télépathe, en fait, vous allez avoir une semaine en entier, le matin et l'après-midi. Donc ça fait 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, où là, on va avoir des petits débats, des questions-réponses pour savoir si vous avez bien compris toutes les cours. Et après, mettre par rapport à des exercices et de la pratique, vraiment mettre un maximum de chances pour vraiment tout comprendre. C'est-à-dire que vous allez pratiquer un maximum. C'est vraiment le mot d'ordre. Moi, j'avais fait une formation, j'avais été très, très, très déçu avec une autre équipe parce qu'en fait, c'était sur 3 jours. Une fois arrivé, on nous avait dit, bon là, c'est que le premier cycle, il y en a encore 3 autres, donc il faut payer encore plus. Alors que là, dans notre formation, c'est tu payes une fois, effectivement, c'est pas donné forcément parce que c'est une semaine entière, mais au moins, il n'y a pas derrière une mauvaise surprise. En plus, il y avait une traduction en permanence, donc... il n'y avait pas de... Moi, je m'étais dit, voilà, j'ai tout mis en place après pour la formation, quand j'ai créé le collectif au sol, pour que ce soit le plus qualitatif possible et que les personnes sortent ravies avec des étoiles dans les yeux en disant, mais j'ai adoré effectivement cette semaine tous ensemble. J'ai expérimenté au moins 6-7 fois le rôle. J'avais effectivement les rênes où je pouvais poser toutes les questions, où moi j'étais télépathe, où j'ai pu passer vraiment beaucoup de temps à pratiquer. Et c'est vraiment le but, et de sentir derrière en confiance. Surtout, n'oubliez pas que après l'atelier, vous avez accès au centre de formation
au sol, et après la formation, vous avez le post-formation, ce qui fait que vous êtes mis en contact avec toutes les personnes et on vous met toutes les dispositions pour continuer de pratiquer l'hypnose régressive, parce qu'au final, c'était là aussi où j'avais été déçu, on nous avait interdit de communiquer les uns avec les autres, on nous apprend un outil et on n'a pas le droit de le pratiquer. Bon, voilà, je pense que c'est mieux de cadrer un petit peu au travers effectivement d'un centre post-formation et de pouvoir proposer aux gens, si ça les intéresse, de continuer l'expérience et surtout de le faire en toute sécurité avec des personnes qui ont été formées. Donc voilà. Donc en fait, juste pour finir la question de Aline, effectivement, quand elle demande par rapport au processus, comment parvenir à ce processus, en fait ça s'apprend. Beaucoup de personnes sur Internet, je m'arrache les cheveux, c'est pour ça que j'en ai plus beaucoup, dire que moi j'ai des dons, par exemple, venez vers moi parce que j'ai des capacités. En fait, non, ça s'apprend. Moi, au début, j'avais aucune capacité, ça m'est tombé dessus, et à force d'apprendre, de faire des inductions, d'être dans cet environnement, en fait, ça se déploie un maximum, et on a en fait ces capacités. Par contre, c'est comme un sport. Vous n'allez pas courir le marathon en faisant juste une fois une sortie en vous disant bah, j'ai même pas réussi à faire 5 km, bon bah, le marathon c'est pas pour moi. Si, vous y arriverez, mais il faut juste être consistant, ça veut dire régulièrement se mettre dans ces états-là, avoir l'habitude, commencer à faire la différence entre le mental, entre les perceptions qui viennent d'ailleurs, et commencer à réussir à bien les divulguer, ça s'apprend tout cela. C'est un travail, et forcément, bah, il faut apprendre, et ça demande un long chemin. En tout cas, merci pour toutes les questions que vous m'avez posées. Je continuerai à faire les autres questions parce que, comme je vous expliquais, il y en avait une centaine qui m'a été posée et je ne peux pas tout faire. Là, déjà, ça prend 52 minutes. C'est déjà très fastidieux. J'espère avoir été quand même assez concis et avoir bien répondu aux questions que vous m'avez posées. En tout cas, merci. Pensez à rester lumineux dans vos commentaires à chaque fois et nous encourager parce que n'oubliez pas qu'on ne met pas de publicité sur la chaîne. Ça pourrait nous rapporter plein d'argent. Moi, je pourrais en avoir plein avec tous les vues, mais ce n'est pas du tout l'énergie derrière qui est... Moi, je préfère, si une personne est contente, en fait, elle nous suit, elle nous met des pouces vers le haut, elle nous soutient, met un petit commentaire pour nous soutenir, nous encourager. À la limite, moi, je fais pas de session client, mais je fais des ateliers et formations. Venez me voir à travers cela et je serai ravi de passer une semaine avec vous et de vous enseigner effectivement cet outil qui est l'hypnose régressive assistée, que je trouve un outil fantastique et que j'adore. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à l'enseigner au travers des ateliers et la formation. Donc voilà, nous on met pas de publicité, on n'a pas envie d'avoir des publicités au milieu, à la fin, non on veut pas. Moi je préfère être hors de tout cela et vraiment mettre des belles énergies dans toutes les activités que je propose, d'où cette vidéo aujourd'hui. En tout cas merci beaucoup à vous tous qui nous auront suivis et j'espère que vous continuez à suivre la chaîne pendant l'année à venir. À bientôt.